Buongiorno a tutti. Bonjour à tous. Bienvenue à cette rencontre. Le mystère de la douleur innocente, non pas une explication, mais une présence. Ivan, l'un des protagonistes des frères Karamazov, disait « Écoute-moi, j'ai pris le cas des enfants pour que tout soit plus évident. De toute autre larme de l'humanité, dont la terre est inondée, de la surface jusqu'au centre, je ne veux dire rien. Mais il y a les enfants. Qu'est-ce que je dois faire avec eux? C'est la question à laquelle je n'ai pas de réponse. La conférence de ce matin se concentre sur un des points les plus mystérieux de la vie, c'est-à-dire la douleur des innocents, des enfants de plus petits. L'hypothèse de cette conférence est que la douleur la plus grande est celle qui n'est pas reconnue. Ces petits enfants, ces innocents, leurs familles peuvent dans la vie ne pas être reconnus ou ils peuvent être regardés et appelés avec leur nom. Ils peuvent fixer quelqu'un duquel ils se sentent reconnus et appelés par leur nom. Dans les histoires que vous allez écouter, je me sens très privilégiée d'être ici écoutée avec vous. Ce facteur sera très clair. Je me permets juste de vous suggérer 2 clés d'interprétation. La première, la gratuité. Les professionnels, les mamans et les familles qui ont décidé d'être ici ont fait des rencontres dans leur vie, des rencontres dans leur couple, avec des amis, avec des professionnels. Et ils étaient l'objet d'une gratuité, ils ont décidé de devenir le sujet de gratuité. Un autre mot est unité, unité de la personne. La fondatrice des soins palliatifs, Cicely Saunders, disait que cela est nécessaire, qu'une approche globale est nécessaire pour faire face à cette grande douleur. Il n'y a pas une différence entre l'aspect professionnel, humanitaire, social, etc. L'unité de la personne est l'unité entre les personnes. On est dans le même groupe, dans la même équipe, le professionnel et le membre de la famille du patient. Qui est aujourd'hui avec nous? Le professeur Franca Benini, responsable du Centre régional de la Vénétie, de la thérapie de la douleur et des soins palliatifs pédiatriques et de l'hospice pédiatrique à Padoue. Ensuite, le médecin Chiara Locatelli, néonatologue de l'hôpital Sant'Orsola à Bologne et fondatrice du parcours Giacomo. Et ensuite, je veux remercier tout ensemble les 3 mamans qui ont décidé d'être ici aujourd'hui. D'ailleurs, on pourrait dire en rigolant que l'aspect que leurs maris les ont envoyés ici. La première est Elena Borin, Elena Olivi et Simona Amore. On va commencer avec le professeur, Madame Benini. Je rigole un peu encore. Elle est un peu comme Ronaldo pour les soins palliatifs. Peut-être elle n'est pas connue au-delà du monde professionnel, mais elle est la personne qui a fait naître les soins palliatifs pédiatriques en Italie.
Je vous dis juste un peu comment elle est. Au début de son activité, elle était une jeune anesthésiste et quand elle allait à l'hôpital, pardon si je diffuse cette nouvelle un peu privée, elle amenait avec elle ses 3 enfants. Elle le mettait à côté d'elle à l'hôpital et quand elle était appelée, elle leur disait soyez sages. Donc merci d'être ici, vraiment. Bien. Merci infiniment à vous. Merci Marco. Merci aux organisateurs pour cette opportunité. Je vais tenter de partager avec vous certaines de mes réflexions sur un problème qui, malheureusement, n'a pas de préjugés et n'a pas de limites, et qui est la douleur. Malheureusement, ce problème n'a pas de préjugés non plus sur l'âge. Nous tenterons de réfléchir ensemble sur la difficulté que l'on a à regarder en face cette réalité. Un enfant qui souffre, un enfant atteint d'une maladie incurable ou un enfant qui meurt. La médecine a apporté des réponses et je vais vous les proposer. On les appelle soins palliatifs pédiatriques. On a du mal à accepter ces termes. Bien souvent, on me demande pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas le nom ? Peut-être que c'est cela qui fait peur, comme s'il suffisait de changer de nom pour changer le cœur du problème. C'est un problème transversal sur différents plans. Pensez que l'ANSAT, qui est la Bible de ceux qui s'occupent de la médecine, ont consacré l'année dernière plus de 100 pages pour finir par ce titre, pour ce qui concerne la nécessité et les réponses face à ces problèmes. Et il a parlé d'abîme. Il y a un abîme entre ce que nous pourrions faire et ce que nous faisons réellement. Et cet abîme devient encore plus profond quand de l'autre côté, on a un patient qui est un enfant. Au niveau de la programmation sanitaire, de plus, la déclaration d'Atsana, que vous connaissez sans doute, en octobre 2018, les ministres de la Santé du monde entier se sont retrouvés pour planifier ce que l'on pouvait faire dans les 40 années à venir en matière de santé. Au-delà de la promotion et de la prophylaxie, l'un des sujets principaux a été les soins palliatifs. Et il est impossible d'oublier la nécessité constante que nous avons de réfléchir d'un point de vue spirituel, bioéthique, sur ce que Marco définissait comme l'un des moments les plus critiques, la maladie et la mort d'un enfant. Arrivé à ce point, je me permets de vous raconter un peu l'histoire de ces mots, Comme cela arrive souvent, la médecine pédiatrique est entraînée par celle de l'adulte. On travaille, on expérimente d'abord sur l'adulte, et puis petit à petit, on essaye et on approuve des techniques également sur le plan pédiatrique. Les soins palliatifs de l'adulte remontent de façon symbolique à 1967. Cicely Saunders, une infirmière qui est ensuite devenue médecin, fonde à Londres le premier hospice pour les adultes où sont accueillis des patients adultes, des oncologues en phase terminale. Puis, les soins palliatifs ont pris des routes bien plus larges. Ils se sont adressés également à d'autres pathologies et ils ont certainement constitué le terme du problème. On a dit, on s'occupe de la personne qui ne peut pas guérir, incurable, et on essaye d'affronter tous ces problèmes, peut-être indépendamment du temps qui lui reste. Le résultat est que le concept de soins palliatifs, ici vous voyez un peu une carte de comment se sont développés les soins palliatifs dans le monde. Même si c'est très difficile, ces soins palliatifs commencent à devenir quelque chose de reconnu. Vous le voyez, l'Italie aussi, à petite bouchée, à petits pas, est arrivée elle aussi à une approche positive des soins palliatifs. Mais que se passe-t-il lorsque l'on a un enfant face à nous? Moi, qui suis médecin, un médecin de soins palliatifs, ou un infirmier, ou un parent, et je dois affronter le problème d'une maladie incurable,
je dois dire aux parents, je regrette, mais il n'y a pas de thérapie, le parcours devient très confus parce que dans notre société, l'enfant a certainement un rôle central. Nous travaillons, nous les avons toujours en tête, les enfants. Mais parfois, nous les laissons peu être des sujets, nous en faisons beaucoup des objets. Et surtout lorsque nous parlons de questions difficiles, la douleur, la souffrance, l'incurabilité, tout cela devient encore plus sombre, comme si l'enfant disparaissait. Comme si, par le fait d'une étrange magie, l'enfant était préservé de ses problèmes. Mais nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Nous savons parfaitement que tout ce qui a été fait sur le plan technologique et scientifique, nous le voyons sur ces très rapides images, comme les technologies ont changé au cours des 50 dernières années. Regardez un peu. Voilà la situation actuelle. La technologie est devenue telle, si abondante, qu'elle a conduit de très nombreux enfants qui avaient des maladies qui étaient jusqu'à il y a peu incurables à devenir des enfants sains. La taux de mortalité a baissé de 100% les dernières années. Donc c'est un résultat extraordinaire. Mais nous le payons. Pourquoi est-ce que nous le payons? Parce que de très nombreux enfants parviennent à vivre, mais dans une situation de souffrance et d'incurabilité. Donc dans ces dernières années, s'est créée une nouvelle catégorie d'enfants qui n'existaient pas jusqu'à il y a quelques années. On les appelle classiquement les enfants compliqués, complexes. C'est-à-dire qu'ils ont par exemple une insuffisance organique, par exemple ils ne respirent mal, ou ils ont des problèmes de cœur, de reins. Donc ce sont des enfants très souvent attachés à des maladies, à des machines qui leur sauvent la vie, des enfants qui ont des problèmes neurologiques, cognitifs, qui arrivent donc à l'hôpital de façon urgente avec une fréquence 300 fois plus élevée que celle d'enfants normaux. Pour eux, la mort est immanente. Je peux mourir aujourd'hui, demain, dans des mois ou peut-être dans des années. Donc des enfants qui nous mettent en crise d'un point de vue professionnel, d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue de l'organisation. Tout simplement, les soins palliatifs pédiatriques s'occupent de ces enfants. Ils prennent en charge les problèmes qui naissent d'une vie de ce type, où moi, en tant que professionnel, je ne peux pas apporter de guérison. Mais en tant que professionnel, je peux apporter le soin de beaucoup de problèmes, des symptômes. Je peux parvenir à donner une qualité de vie. Bien. L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, a apporté des définitions beaucoup plus précises, scientifiquement beaucoup plus appréciables. Elle définit l'activité des soins palliatifs comme avec un seul objectif. Je travaille pour que cet enfant, même s'il est malade, puisse avoir le taux, la qualité la meilleure possible de vie. Bien sûr, c'est difficile de définir la qualité de vie d'un enfant, mais certainement, peut-être de manière très simpliste, on pourrait dire qu'il s'agit de permettre à l'enfant d'être un enfant malgré sa maladie. Mais que se passe-t-il? Il arrive, comme nous le disions dans d'autres domaines de la médecine, qu'on commence à parler dans le monde de soins palliatifs pédiatriques environ 20 ans après les soins palliatifs pour l'adulte. Comme toujours, c'est une famille qui commence. Au début des années 80, on ouvre l'Ellen House, le premier hospice pédiatrique à Londres, où une famille, un père et une mère qui avaient perdu un enfant, décident d'aider les autres familles qui traversent ce type d'expérience. Et petit à petit, d'autres expériences commencent en Europe et dans le monde. Le résultat, c'est une difficulté extrême à faire accepter sur le plan scientifique, académique, cette spirale, cette vision différente de la médecine. Je me souviens que dans les premières années, j'essayais, et aujourd'hui je dirais inutilement, de publier des travaux, des chiffres. C'était impossible. La plupart du temps, la réponse était « cela ne fait pas partie de notre objectif de recherche, ce que vous proposez ». Il faut arriver à 2005-2010
pour commencer à voir sur le plan de la littérature scientifique, comme vous le voyez, un résultat tangible de ce qu'est la vie, de ce qu'est la vraie médecine vis-à-vis de ses patients. Au début des années 80 a donc commencé une expérience, l'expérience de Padoue. Pendant un certain temps, c'est resté la seule. Mais aujourd'hui, petit à petit, elle s'enrichit d'autres centres. Beaucoup d'entre eux ne sont pas reconnus sur le plan institutionnel, mais malgré tout, ils continuent à travailler. Que pouvons-nous dire de ces quelques années d'expérience? On peut dire que ce sont peu d'années, entre 35 ans, peut-être même moins. Alors, je vais vous transmettre mes réflexions, je vais vous les proposer. La première réflexion, c'est que malheureusement, ce phénomène est en augmentation constante. Il y a un processus d'augmentation du nombre de ces enfants. Voilà l'évaluation globale. Indépendamment de l'âge, ce chiffre augmente. Les chiffres. Très souvent, nous sommes appelés en tant que professionnels à donner des chiffres plus purs. Alors, l'OMS les propose il y a 2 ans. Dans le monde, il y a 21 millions d'enfants qui auraient besoin de soins palliatifs pédiatriques. En Italie, il y en a plus de 30 000. Donc aujourd'hui, le 23 août 2019, nous avons en Italie 30 000 enfants, 30 000 familles qui cohabitent avec la question de l'incurabilité de la mort dans le domaine pédiatrique. C'est un long chemin parce que pour chaque enfant qui souffre, on pense qu'il y a plus de 300 personnes impliquées. Et quand je dis impliquées, je ne parle pas du plan émotionnel, parce qu'il y en a certainement beaucoup plus, mais impliquées sur le plan pratique. Donc cela fait environ 9 millions d'Italiens qui en ce moment, de manière personnelle et parfois de façon très isolée, vivent ce type d'expérience. Nous pouvons également ajouter que les soins palliatifs qui sont nés dans le domaine oncologique et pédiatrique se déclinent dans beaucoup d'autres pathologies. Les oncologues constituent 18%. Pour le reste, nous avons des pathologies neurologiques, des graves handicaps respiratoires, des problèmes musculaires, etc. Donc c'est quelque chose qui concerne le domaine tout entier de la pédiatrie. Nous pouvons dire que nous sommes certains que les soins palliatifs fonctionnent. Ils redonnent aux familles leur rôle dans la maladie. Les soins palliatifs sont le soin de la vie et de la mort si la mort arrive. Mais tant qu'il y a la vie, je soigne la vie et je donne à cette vie une valeur qui est la valeur inestimable du temps et de la qualité. Ces familles, comme les chiffres le montrent, peuvent souvent vivre chez elles. On limite les hospitalisations. Les enfants sont moins souvent en soins intensifs. Ils peuvent aussi partir en vacances. Les mamans reprennent le travail. Ils commencent à aller à l'école. Donc, la qualité de la vie déclinée pour chaque solution de façon totalement individuelle. On peut dire qu'il y a aussi des modèles qui sont étudiés qui sont efficaces sur le plan national et international. Il y a des instruments pour donner une réponse adéquate à ces familles. On parle de réseau, un réseau de services. Et il y a également des expérimentations qui nous permettent de dire oui, d'accord, si je mets à disposition de cet enfant, de cette famille, ce type d'organisation, je peux vraiment les aider. La deuxième réflexion que je veux partager avec vous est que le facteur unitaire du réseau, c'est la communication. Avec qui? Certainement entre les différents acteurs, mais surtout avec l'enfant et avec la famille. Avec la famille, il est normal de communiquer. On ne va pas parler de la qualité de la communication parce que là encore, il y a un grand sujet de discussion. Mais je veux insister sur le fait que le troisième acteur principal, c'est l'enfant. Il faut nous efforcer de communiquer avec lui indépendamment de sa fragilité, indépendamment de son âge. Cela signifie
que la communication est un droit, même sur le plan très précoce. Déjà à 3 ans, on peut expliquer à un enfant ce qui se passe. Bien entendu, en utilisant des instruments, des rythmes et une disponibilité adaptée. Si l'objectif de notre travail est la qualité de la vie et que nous ne communiquons pas, malheureusement, nous vendons de la fumée. Parce que rien n'est plus subjectif que la qualité de la vie. Et si je ne connais pas les pensées, les désirs, les réactions de cet enfant et de sa famille, je ne peux absolument pas l'aider. Cela signifie redonner un rôle à la relation, redonner un rôle à l'enfant qui, même s'il est grand, nous avons beaucoup de mal à le considérer comme un interlocuteur adapté, et puis donner un rôle à la famille. La famille qui parfois voudrait être une famille digne des publicités, mais qui bien souvent est alourdie par de très nombreux problèmes. Ce travail que nous avons essayé de faire avec les familles que nous rencontrons, une famille qui s'occupe de ses enfants à 9 heures par jour consacrées aux soins, au processus sanitaire. Et au-delà de ça, c'est une famille qui traverse un moment atroce également, qui doit vivre dans un équilibre fou entre la vie d'aujourd'hui et la perspective de demain, entre donner les soins parce que c'est mon enfant et en même temps devoir l'abandonner aux autres. Le fait de ne pas vouloir choisir et le devoir choisir, résoudre des besoins immédiats, les factures, aller chercher le lait et en même temps s'occuper de nécessités bien plus compliquées. L'obligation absolue de maintenir l'espoir sans laisser d'incertitude et de déclarer constamment qu'on n'est pas adapté quand on sait qu'il faut se préparer à la séparation. La troisième réflexion que je voudrais partager avec vous, c'est la nécessité absolue d'apprendre, de partager une réflexion bioéthique. Très souvent, nous nous trouvons face à des cas qui nous mettent en crise. Notre vie est un ensemble de choix. Et dans ce cas, les choix sont bien plus compliqués parce que souvent, ils mettent sur les deux plateaux de la balance la durée et la qualité. Et donc, il faut commencer à parler, à nous habituer un peu à des termes tels que la limite, l'intérêt le meilleur, la planification partagée des soins. Qui a raison? Personne. Il est possible d'évaluer constamment à travers ces deux aspects qui se confrontent pour essayer de trouver le meilleur intérêt. Qu'est-ce que l'intérêt le meilleur? Il y a beaucoup de très nombreuses définitions philosophiques, bioéthiques. Mais quand on marche dans la vraie vie, la vie de tous les jours, ça devient un peu plus complexe de transporter ce que l'éthique et la philosophie nous proposent. J'en suis arrivée à cette conclusion, que faire tout ce que la science nous propose n'est pas toujours juste. Ça peut être la stratégie la plus facile, la plus correcte, mais elle n'est parfois pas en harmonie avec l'enfant et la famille. Donc ma proposition, ma réflexion en tant que personne et en tant que professionnelle qui s'occupe depuis des années, ce serait de changer l'expression faire tout ce qu'on peut faire en faire tout ce que la situation réclame. Cela demande de grandes discussions. Parfois, on me dit « tu refuses la beauté de la recherche ». Mais je dis non, je suis convaincue que c'est l'apothéose de la recherche. Parce que lorsque la recherche s'éloigne de la personne, à mon avis, la recherche perd sa valeur. Alors, qui doit avoir le poids de la décision de ces choix? Le parent, l'enfant, la science, l'équipe qui s'en occupe? Les parents ont toujours raison. Est-ce vrai? Sans doute, mais il faut respecter deux concepts essentiels. L'intérêt supérieur de l'enfant et l'obligation absolue d'écouter l'enfant. Le mineur parle, même quand c'est un nouveau-né. Il nous fait comprendre ses désirs. Et l'enfant a-t-il un rôle? Bien sûr. L'enfant doit être constamment informé. Il faut parler avec les enfants, ils vous surprendront. Il faut recueillir son assentiment quand il est plus grand et
recueillir son consentement quand il est encore plus grand. Le médecin, les parents, la société ont une obligation importante. Faire d'intermédiaires dans ces situations qui, comme je vous le disais, ne sont pas tranchées. La dernière réflexion que je veux vous proposer est la puissance du non-profit, du non-lucratif. Marco disait que j'ai apporté les soins palliatifs en Italie. Sans les secteurs non lucratifs, je n'aurais rien fait sans les familles. Ce secteur non lucratif doit aller dans le concret. Il doit avoir la clarté de ses objectifs. L'objectif, c'est l'enfant. L'enfant et sa famille. Certaines expériences inimaginables, j'ai pu les vivre. Des parents qui ont mis à disposition ce qu'on appelle la chambre 31, une suite 4 étoiles dans un enfant où les enfants et les parents peuvent aller tous les jours de l'année pour une période de soulagement. Et ce n'est pas facile parce que ce sont des enfants spéciaux avec des enfants spéciaux, etc. Ce qui est important, c'est la disponibilité, même à reconnaître ses erreurs. Malheureusement, cette réflexion amène à une constatation. Il y a un abîme entre ce que nous pourrions faire et ce que nous faisons réellement. La réalité des faits est la suivante, pour parler avec des chiffres. En Italie, 30 000 enfants sont éligibles et moins de 5% a accès aux soins palliatifs pédiatriques. Un petit peu plus si l'on parle des soins en phase terminale. Il y a une loi qui dit que c'est un droit, c'est une bonne loi qui est reconnue sur le plan pédiatrique comme modèle pour tous les pays de l'ONU. Alors, pourquoi ? Il y a un problème, il y a la solution, il y a des stratégies. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi réticents à tourner les yeux, en tant que société, en tant que professionnels, sur le problème ? Avec l'Institut supérieur de la santé, nous avons essayé de l'affronter. Malheureusement, nous revenons à notre point de départ. Très souvent, c'est un problème culturel. Nous donnons des médicaments, nous attribuons à la médecine un rôle salvateur qu'elle n'a pas. Et plus la médecine est technologique, plus cette médecine doit résoudre, pense-t-on, toutes les situations, surtout si c'est un enfant. Je vous raconte ce fait. Il y a quelque temps, des parents, j'étais en train de communiquer à des parents que leur enfant n'était pas curable et le père me dit, et c'est tout à fait juste, « Docteur, est-ce qu'on ne peut pas faire une greffe de tête ?» Et je lui ai dit « Non, je le regrette. C'est dans les films, cela n'existe pas. » Alors, en rentrant dans mon bureau, j'ai dit « Mais je vais essayer d'aller voir, j'ai peut-être mal répondu. » Donc, je vais sur un site spécialisé et je mets le mot-clé « greffe de tête ». Je trouve une littérature incroyable avec des méta-analyses, des études faites sur des animaux, avec des propositions d'expérimentation sur l'humain. Donc nous avons une médecine qui tend à l'impossible et en même temps, elle ne sait pas se confronter avec un enfant auquel on reconnaît une capacité de décision peut-être, ou en tout cas d'éprouver de la douleur et de la souffrance. Cette étude que nous avons faite dit que nous, les Italiens, un quart des Italiens pensent que les enfants ne perçoivent pas la douleur et la souffrance au moins jusqu'à 7 ans. La littérature nous dit que au moment de la naissance, le fœtus perçoit la douleur et la souffrance. Donc, autre gros problème, quel est l'instrument ? C'est la formation. Malheureusement, sur le plan de la formation, nous sommes en très grand retard. Des données de l'année dernière disent qu'un médecin sur 4 sort de l'université sans avoir jamais entendu le terme soins palliatifs. Et s'il l'a entendu, il l'a entendu dans le domaine de la médecine légale, pour une médecine protective. Donc nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Il faut passer du fait de la conscience que le problème n'existe pas à celui de dire oui, il existe, j'ai les instruments. Et nous savons que cela créera d'autres problèmes parce que l'histoire nous l'enseigne. Dès que nous dépassons un problème, il en arrive beaucoup d'autres. Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire dans différents domaines. Il faut ouvrir les yeux
parce que le futur nous apportera de nouveaux enfants. La recherche, qui est merveilleuse, apportera de nouvelles victoires, mais elle entraînera avec elle d'autres doutes. Et donc il faudra les affronter. Comment? Marco nous disait ensemble, et moi je le répète, il faudra penser ensemble avec une extrême ouverture mentale, avec professionnalisme et rigueur scientifique, mais aussi avec beaucoup d'imagination et de flexibilité. Nous pourrons voir avec des yeux bioniques sans doute, mais je pense que le cœur de la situation, c'est le respect de l'enfant dans sa complexité et dans son unicité, en assurant, oui, une présence, mais une présence absolument collaboratrice. Merci. Bene, penso che tutti abbiamo... Très bien, je pense qu'on a très bien compris l'envergure de cette professionnelle dans son expérience quotidienne qu'elle a vécue pendant ces années et qui lui a permis d'avoir ce jugement très profond. Donc, je veux souligner 2 points. D'un côté, une grande complexité, mais des interventions systémiques, donc une approche professionnelle qui peut répondre aux problèmes. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais elle disait que 18% sont des enfants avec des pathologies oncologiques, mais 82% ont d'autres pathologies. Elle ne disait pas 18% c'était des cancers et le reste c'est des problèmes neurologiques. Donc savoir que chaque enfant est unique, que chaque enfant est unique, devient donc le facteur plus important pour avoir des relations fondamentales et significatives. Maintenant, on demande à Chiara, et je lui donne tout de suite la parole, on a demandé d'approfondir comment elle fait face aux cas individuels et aux expériences individuelles à propos de ces sujets. Bonjour à tous et merci beaucoup pour m'avoir invité ici. Après ce cours extraordinaire, je suis ici pour vous raconter la petite réalité de Bologne. Elle est plus petite par rapport au département de Padoue. On a commencé il y a quelques ans. Je commence par le début. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité de passer quelques années à la Columbia University à New York dans le service de thérapie intensive néonatale. Je suis néonatologue. Quand je suis partie, j'avais le désir de devenir une néonatologue experte, excellente, et c'est encore mon désir. Et j'espérais que le fait d'aller dans une université si importante, je pouvais apprendre des techniques, des lignes guides qui m'auraient enlevé les problèmes face aux problèmes difficiles auxquels on fait face par rapport aux nouveau-nés que l'on rencontre. C'était une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses, mais ce que j'ai surtout appris, c'est ce que j'ai appris avec le médecin Parravicini. Vous pouvez la voir en bas à gauche. Et elle est une médecin italienne qui travaille maintenant aux États-Unis. Elle est néonatologue aussi. J'ai appris d'elle comment on peut rester face aux enfants, en sachant qu'ils ont un destin auquel on peut rendre service parce qu'ils ne sont pas d'un humain.
Elle a pas résolu mes problèmes. J'ai encore plus de questions et les problèmes aussi ont augmenté. Mais ça a été vraiment une richesse parce que face à ces enfants, on ne peut pas penser qu'une ligne directrice puisse résoudre le problème. Cette position nous permet de regarder tous les facteurs de la réalité pour comprendre quel est le bien pour chaque enfant, comme on le disait, comme la professeure Benigni le disait avant. Comme la professeure Paravicini dit, la mission de chaque néonatologue est de sauver tous les enfants, sauver leur vie. Mais dans beaucoup de cas, cela n'est pas possible. Il y a des enfants qui naissent avec des diagnostics très complexes et leur vie sera donc très brève. Il y a des enfants qui ont des situations très complexes et très souvent irréversibles. C'est pourquoi Madame Paravicini a pensé à un parcours qui s'appelle Comfort Care, les soins de confort, puis pour accompagner ces enfants et pour permettre que leur vie, même si elle est très courte, puisse être belle. La mission de ce parcours est le confort, le fait qu'ils puissent aller bien, qu'ils puissent ne pas ressentir de la douleur et que les enfants et la famille soient accompagnés. Je ne vous ai pas montré, mais l'image que vous voyez à l'écran représente la professeure Paravicini avec les experts au niveau international des soins palliatifs néonatales et l'équipe qu'elle a formée avec des infirmières, des psychologues, des assistants sociaux pour accompagner les enfants dans leur parcours très difficile. Quand je suis rentrée à Bologne, j'avais le désir d'avoir la même expérience dans le travail où je travaille à Bologne. Donc, j'avais rencontré les néonatologues et mes collègues pour qu'on puisse construire le même parcours dont on avait besoin. Au début, rien ne s'est passé jusqu'à un moment où Giacomo est né. Giacomo avait un diagnostic prénatal d'un encéphalie. Donc, avant sa naissance, on savait que sa vie allait être très courte. Les enfants malades, quand ils naissent, normalement, sont hospitalisés dans le service de thérapie intensive. Mais Giacomo, si on l'hospitalisait dans ce service, n'aurait pas eu des bénéfices. Sa vie n'aurait pas amélioré. Il aurait quand même souffert et en plus, il aussi aurait été loin de sa famille qui voulait l'accompagner pour sa courte vie. Donc, le jour de sa naissance, j'ai appelé le chef du service qui était au Portugal et je lui ai demandé de pouvoir prendre soin de cet enfant. Le chef de service m'a répondu que si je voulais prendre soin de cet enfant, j'avais carte blanche. Je suis encore reconnaissante de l'estime qu'il a envers moi parce qu'il soutient le parcours que est né après. Donc, Giacomo n'a pas été hospitalisé dans le service de thérapie intensive, mais dans une clinique obstétricienne avec sa maman. Il a pu rester avec sa maman, son père, ses frères, dans un service où normalement on garde les enfants sains. Donc, dans un grand hôpital comme l'hôpital Sant'Orsola à Bologne, penser d'avoir un enfant malade avec des enfants sains n'est pas facile pour les obstétriciennes qui, normalement, ne doivent pas avoir les préoccupations d'un enfant qui pouvait mourir d'un moment à l'autre. Vous voyez les photos de Giacomo avec sa maman, avec les amis, le gynécologue et sa grand-mère. Il ne faut jamais oublier les grands-mères. Dans ses 19 heures de vie, Giacomo a touché tous les professionnels qui se sont trouvés à côté de lui. Les obstétriciennes, pédiatriques, qui au début étaient un peu sceptiques, elles avaient un peu peur de la gestion de cet enfant. Giacomo était contrôlé, il était nourri comme tous les enfants. À partir de ces jours, les obstétriciennes ont demandé d'officialiser ce parcours parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'un hasard. Les professionnels ont laissé ce témoignage pour documenter comment cet enfant a permis aux professionnels de recomprendre leur profession.
une des obstétriciennes a dit, j'ai découvert grâce à cette expérience quelque chose à propos de moi. J'étais anonyme avant. Et c'est pourquoi que j'ai désiré recommencer ce parcours. Une des obstétriciennes qui est responsable au niveau aussi académique m'a dit, je n'ai pas de foi, donc je ne dois pas répondre à une éthique religieuse. Mais en voyant cette maman, en voyant ce qui s'est produit, si cela arrivait à moi, je ferais le même choix. Si on commence à suivre et accompagner ces enfants, on réapprendrait à suivre les enfants sains. Une autre collègue qui avait un peu de difficulté, qui ne comprenait pas le choix de faire naître cet enfant, en accompagnant cette famille, à la fin, elle m'a dit, suivre cette maman et cet enfant m'a touchée. Si tu fais ce parcours, je veux être avec toi. Donc, on a fondé le parcours Giacomo. Au début, il n'était pas officiel. Il a été officialisé cette année, vous savez, le temps de la bureaucratie. Le parcours Giacomo est tout d'abord un parcours multidisciplinaire. Il faut qu'il y ait différentes figures professionnelles, l'obstétricien, le néonatologue, le gynécologue, pour répondre aux besoins de ces enfants. Vous voyez à l'écran les gynécologues qui sont impliqués dans ce parcours. J'ai donné un sous-titre, la compétence, parce que, comme l'a dit la professeure Benini, la base des soins palliatifs est la compétence. Il faut essayer d'avoir un diagnostic le plus possible correct, aussi dans la phase prénatale, pour que les parents soivent bien la situation de leur enfant. À chaque fois que les parents me contactent, je leur demande de pouvoir les rencontrer et pouvoir comprendre la situation. Ensuite, j'ai ajouté le mot regard. Pourquoi? Parce que grâce à ces professionnels, j'ai pu découvrir un regard qu'ils ont sur l'enfant avant que je puisse l'avoir quand ils pensent à cet enfant et qu'ils vont rencontrer son visage. Et c'est pourquoi qu'on leur proposer les soins palliatifs, qui très souvent ne sont pas proposés. Comme le disait le médecin Piccinini, qui est une personne importante pour beaucoup d'entre nous ici, pour mettre le cœur dans ce que nous faisons, il ne faut pas être seul. Grâce à ses collègues, cela est possible pour moi. La professeure Benini vous a déjà donné un cours magistral sur les soins palliatifs, mais je veux souligner ce document qu'elle a fait avec d'autres collègues qui précise que l'aide précoce commence au moment du diagnostic et se poursuit tout au long de la maladie. Donc, c'est important de rencontrer les familles avant la naissance parce que le diagnostic peut être fait avant. Et l'on peut déjà accompagner la famille. On peut déjà hypothétiser des scénarios pour la naissance et être préparé à ce moment. Ces cas sont très souvent très compliqués. C'est des cas très rares. Il y a peu de familles qui décident de continuer avec la grossesse. Donc, il est important de parler avec d'autres groupes et d'autres équipes médicales. Très souvent, on parle avec l'équipe de Monza, avec Dr Vergani et le docteur Paterlini et la docteure Ancora de l'hôpital de Rimini. On parle très souvent avec eux parce qu'il est très important d'arriver à la connaissance grâce à l'expérience d'autres centres qui suivent ce type d'enfants pour les soigner au mieux. Si quand on rencontre des parents et que l'on découvre qu'ils n'habitent pas près de Bologne, on peut les envoyer dans une autre équipe pour qu'ils puissent rester à côté de leur famille. Et cela représente une grande aide pour les familles. Ces réseaux s'est intensifié récemment. Mon mari m'a dit, mais pourquoi vous avez pourquoi tu as mis tellement de photos? Pourquoi tu ne cites les noms? J'ai voulu mettre les photos parce que dans les dialogues avec ces professionnels, je m'enrichis du point de vue professionnel tout d'abord, parce qu'ils sont des professionnels qui ont des compétences excellentes. Mais pour le regard qu'ils ont envers les enfants, je suis enrichie aussi d'un point de vue humain parce que je comprends comment regarder les enfants qui vont naître. Qu'est-ce que sont les soins de confort? Qu'est-ce que ça veut dire d'accompagner ces enfants? Il faut
rappeler que ce n'est pas juste de la compagnie, c'est un parcours médical et infirmier personnalisé, centré sur le confort de l'enfant. Il y a 2 compétences nécessaires pour comprendre les exigences de ces enfants et les satisfaire. Tout d'abord, la chose plus importante pour un nouveau-né est l'accueil. Tous les nouveau-nés doivent être accueillis dans leur famille. Ils doivent être serrés dans les mains de leur enfant. Ils doivent avoir la bonne température. Les nouveau-nés doivent être aidés à régler la température du corps. Il y a différentes modalités pour réchauffer les enfants. Si les enfants sont dans le service de thérapie intensive, il y a la couveuse. Ensuite, il y a le thème de la nutrition. Il faut savoir s'ils peuvent manger ou pas en fonction de leurs conditions. Ils doivent être hydratés et, très important, la douleur. Il faut avoir des échelles pour identifier la douleur et avoir des traitements pour répondre à cette douleur. Je ne vous donne pas les détails parce que ce n'est pas une rencontre technique. Pendant ces années, après Giacomo, on a accompagné différents enfants. Les cas dont je vous raconte sont les cas des derniers mois. À l'écran, Arianna, une enfant qui a une trisomie 18 et une cardiopathie complexe. Arianna, comme vous le voyez, a été hospitalisée en thérapie intensive. Et cette image vous montre comment il est important que la mère et les pères soient présentes avec les enfants. Ces enfants ont une capacité de relation et il est donc très important que les parents soient présents pour que cette capacité puisse s'exprimer. Arianna a vécu 34 jours. Cette image est prise dans l'un des moments où elle allait bien. Il y a des moments très complexes. J'ai parlé avec les parents et je leur ai fait comprendre que la situation était difficile, qu'on devait comprendre où Arianna allait. Et on devait décider quels étaient les traitements d'assistance adéquats à sa situation. Elle était très fragile et en plus, elle souffrait de cette cardiopathie. Un soir, les parents m'ont envoyé un message. « Chère Chiara, on voulait te dire, ne te préoccupe pas pour nous, on est vraiment serein et reconnaissant pour tout ce qu'on a reçu. Et pour ces jours avec Arianna. On fait face à chaque jour, au jour le jour, et on veut comprendre où cet enfant veut aller. Quand le temps sera venu, on va l'accompagner ensemble jusqu'au seuil de l'éternité. La meilleure éternité que l'on peut désirer. Quand Arianna a disparu, ils m'ont écrit. On a partagé, aperçu pendant ces jours un petit morceau de paradis. J'ai été vraiment touchée par ce message que j'ai reçu. C'est très difficile de parler face à un enfant comme celui-là de l'éternité. Il est difficile d'expliquer, mais ils l'ont bien dit. L'intensité et la beauté vécues de manière si mystérieuse ne peut être qu'une anticipation du paradis. Ici, voilà un autre enfant qu'on a suivi, Pietro. Pietro avait eu un diagnostic prénatal où on avait vu des reins malades. Il avait peu de liquide amniotique et ses poumons étaient pas développés, peu développés. Donc, on ne savait pas ce qui pouvait se passer au moment de la naissance. On a rencontré les parents plusieurs fois et c'est très, très important. On a fait évaluer l'enfant dans d'autres centres pour comprendre quel est le centre le plus expérimenté. Pietro est né et il a pleuré au début. Ensuite, les poumons étaient trop petits. Il a vécu 72 minutes. Ses parents m'ont demandé ensuite quelle était la raison de mon travail, pourquoi je fais ce travail et qu'est-ce que j'y trouvais. Quand j'ai parlé avec la professeure Benini, très récemment, je lui ai dit qu'est-ce qui te soutient. Elle me dit, c'est mon travail, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et elle m'a dit aussi qu'elle était soutenue par des personnes qui l'aidaient.
Et c'est la même expérience pour moi. À propos de pourquoi je trouve un intérêt dans ce travail, il est très difficile de répondre. Mais en réalisant le titre de ce meeting, j'ai trouvé une phrase qui est très intéressante. Le moi peut renaître dans une rencontre totalement humaine, parce que cette rencontre ouvre une perspective de beauté, de plénitude, une urgence de justice et de vérité qui tout seul, on n'aurait pas pu imaginer. L'expérience que je fais avec ces familles est celle-ci. Je pense que l'intérêt, c'est de rester avec eux en désirant la même vérité et beauté. Les deux derniers cas, Lucio et Chiara, sont les enfants d'un couple de Grottamare. Ses parents avaient reçu un diagnostic prénatal de 2 jumeaux. Chiara était anencéphalique aussi. La maman désirait pouvoir rester avec elle pendant les heures qu'elle avait à vivre. Et donc, elle a décidé de venir dans notre centre. C'était paradoxal parce que elle est venue quand elle était à 35 semaines pour un contrôle. Elle est rentrée chez elle et après, elle a dû revenir parce que elle avait perdu les os. Ils sont venus à Bologne parce qu'ils désiraient être accompagnés dans notre centre avec notre modalité. Donc, elle a été restée avec Chiara. Chiara a serré sa maman dans ses bras et les 2 mains que vous voyez sont les mains des 2 petits frères qui se sont rencontrés et connus. Ce parcours est un parcours qui accompagne tous. Cette famille qui nous a contactés, on demande très souvent s'ils vont le baptême, un assistant religieux, s'ils sont d'une autre religion. Ses parents nous ont dit que ce choix n'avait pas été fait à cause de leur foi. Ça veut dire qu'il s'agit d'un parcours pour tout le monde. Très récemment, en mai, dans une audience du pape, le pape a parlé de ces cas. Et il a dit, ce n'est pas une question de foi, mais de pré-foi, d'humanité. C'est pourquoi, immédiatement, on peut être unis. Pour finir, Malak, une maman musulmane qui avait aussi un enfant avec un diagnostic d'encéphalie. Vous voyez à côté d'elle la maman de Giacomo, qui vient très souvent rencontrer les mamans, à leur faire compagnie et les soutenir. Cette famille avait une situation sociale très difficile, un gynécologue qui l'a suivie, dont je ne mentionne pas le nom, vu qu'elle dormait dans un dortoir. Ce gynécologue a décidé de lui payer une chambre pendant 1 mois et demi pour qu'elle puisse rester après ces grands efforts et fatigues, elle puisse avoir un moment de dignité. Par rapport au titre d'aujourd'hui, cette présence part de la compétence au niveau médical, mais qui arrive à satisfaire toutes les exigences de la personne. On parlait aussi de l'importance d'un diagnostic correct et de reconnaître le diagnostic à la naissance. Je vous présente donc la très belle histoire de Gabriella. Gabriella est une petite fille qui avait un retard dans sa croissance. On ne savait pas quel pouvait être l'aboutissement de cette histoire et on savait qu'elle ne pouvait pas vivre. Quand Gabriella est née, elle a respiré. Elle avait des petits tubes pour respirer. Elle pesait peu plus que 400 grammes. Maintenant, elle est à la maison avec ses parents. On l'accompagne encore. Elle est très petite. Mais on l'accompagne. Je termine avec cette lettre parce qu'elle raconte l'expérience des parents avec qui on est resté. Le papa de François dit « On a eu le privilège unique de le connaître, de le serrer dans nos bras et de lui faire des câlins pour un temps qui vaut toute la vie. » Et d'autres parents, les parents de Lucio et Chiara, ont dit « Ceux qui venaient de Grottamare. » Le parcours Giacomo pour nous a été cette lumière au fond du tunnel.
Et ils disent, notre désir est que tous ceux qui décident de faire ce choix conscient puissent faire de partie de ce parcours. Que les parents sachent qu'ils peuvent choisir la vie, même si elle ne sera qu'un souffle, et que cette vie est digne d'être vécue et qu'elle laissera une empreinte inéliminable. Ovviamente Bien entendu, je ne suis pas un bon modérateur parce que je ne compte pas le temps de mes orateurs, mais je pense que nous nous le pardonnerons tous. Chiara nous dit comment on soigne, c'est-à-dire qu'on soigne comme on vit, avec un parcours de maturation personnelle dans lequel le temps n'est pas ennemi mais fait grandir, et au cœur d'une amitié, d'une trame de relations amicaux et professionnels qui soutiennent. Maintenant, nous allons entendre et regarder 3 amis qui connaissent des situations très différentes les unes des autres. Mais chacune d'entre elles affronte sa situation avec un regard tel que celui dont nous venons de parler. La première, c'est Elena Borin. Elle est dans la région de Padoue. Elle travaille comme professeure et éducateur musical. Une histoire un peu particulière qu'elle va vous raconter maintenant. Je me contente de vous dire que elle est la sœur de famille d'une Mexicaine. Et elle a aussi un enfant, elle a un frère adoptif, elle a aussi un enfant qui lui a été confié par les réseaux sociaux, les services sociaux. Bonjour à tous, merci d'être ici. C'est un moment extrêmement émouvant. Merci pour ce partage d'une petite partie de ma vie. Je voudrais commencer par une phrase que j'ai entendue à la radio pendant que j'écrivais ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Love is pain, l'amour est douleur. Ce sont des chanteurs qui le chantent, des poètes qui l'écrivent, des philosophes qui l'expliquent. Et pourtant, c'est quelque chose de très difficile à concevoir, quelque chose d'absurde à penser. La grandeur de l'amour contient en soi la douleur de la souffrance innocente et parfois aussi le grand mystère de la mort. Alors, comme l'écrit Mère Teresa de Calcutta, c'est sans doute vrai que pour aimer vraiment, il faut souffrir. Alors c'est sans doute vrai que la douleur fait partie de l'amour. Elle le représente peut-être en partie. Et en tant que tel, il faut savoir l'accueillir et l'accepter comme une partie du chemin de la vie. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui n'est pas une histoire de souffrance, mais une histoire d'amour. Un amour que j'ai reçu avec abondance et que je reçois quotidiennement, même si son objet est la maladie et la douleur innocente. Je m'appelle Elena, j'ai 26 ans et je vis dans une famille qui depuis 16 ans a choisi de s'ouvrir à l'accueil d'enfants dans la famille. Au fil des années, nous avons accueilli beaucoup de jeunes ou des enfants avec des difficultés familiales personnelles. Nous avons partagé beaucoup d'histoires de vie. Parmi celles-ci, certaines ont marqué particulièrement notre parcours. En 2005, peut-être de façon un peu inconsciente de ce qui allait nous arriver, nous avons dit oui à l'accueil de Matteo. Matteo était affecté d'un syndrome congénital qu'on appelle le syndrome d'Ondine, une pathologie dans laquelle la réparation n'est pas un acte involontaire mais volontaire, ce qui oblige à une ventilation automatique et à une assistance constante du patient.
Comme c'était une maladie génétique rare, elle avait des facettes très complexes et souvent inexplicables. Si bien que la vie d'un enfant avec le syndrome d'Ondine et la vie de sa famille a été pour nous une aventure très étrange. Le jour où moi et mes deux frères naturels, l'un plus grand, l'autre plus jeune, avons fait la connaissance de Matteo dans le secteur pédiatrique de l'hôpital de Padoue, nous avons compris qu'à partir de ce moment-là, notre vie aussi allait changer. Matteo n'avait que 6 mois. Il n'était jamais sorti de cet hôpital parce que ses parents naturels ne se sentaient pas en mesure de l'accueillir dans sa famille à cause de la complexité de sa maladie. C'était vraiment une créature merveilleuse pour nous, même si c'était difficile de le toucher. Il est arrivé chez nous escorté par une armée de médecins d'infirmiers et nous étions tous très inquiets, je ne le cache pas. Un jour, j'ai regardé mon frère aîné et je lui ai dit « Mais on est vraiment sûr qu'on va y arriver ?» Je l'ai souvent répété, même dans les mois qui ont suivi. Les 18 premiers mois de vie de Matteo ont été très difficiles. C'était une bataille constante entre la vie et la mort, et on était conscient que chaque instant pour lui pouvait être le dernier. Pour nous, cela a été très difficile à accepter. Je ne comprenais pas pourquoi un enfant aussi petit devait souffrir de cette manière. Je regardais son sourire, sa ténacité, sa volonté de vivre, et je ne trouvais pas de justification à cette douleur. Alors j'ai choisi d'adopter une stratégie, la seule que j'avais comme ressource à 12 ans. J'ai choisi d'être là pour le temps qui restait de la meilleure manière possible, en essayant que Matteo aille bien et de faire en sorte que le temps que nous passions ensemble soit un temps positif pour nous deux. Nous avons beaucoup partagé au fil de ces années. Nous avons dépassé le seuil critique des 18 mois. Qui l'aurait jamais cru? À partir de là, nous avons toujours lutté ensemble. Nous avons cru en lui, même dans les moments où tout semblait être sombre et sans espoir. Nous avons combattu ensemble pour conquérir le moindre détail, du marcher à 4 pattes jusqu'à la parole. Tout est arrivé à son rythme, parfois même trop fortement. Imaginez qu'on était tellement inquiets quand Matteo ne parlait pas avec les enfants de son âge qu'après un cycle d'orthophonie, nous avons demandé à sa mère de ralentir les séances parce qu'il était tellement bavard qu'on n'en pouvait plus. Pendant ces 13 années passées avec Matteo, qui entre-temps est devenu notre frère adoptif, nous avons mûri une grande conscience. Ce que Matteo est devenu aujourd'hui n'aurait jamais été possible si ce n'était pas grâce aux personnes qui nous ont entourés. C'est dur à dire, mais on ne va pas parler de nos parents les plus proches et de nos amis qui ont pris peur face à cette pathologie et qui se posaient la question « mais pourquoi vous faites ça ?» Mais on parle de notre famille, du secteur pédiatrique de l'hôpital de Padoue. C'est devenu notre deuxième maison et les médecins sont devenus des points de référence pour notre famille. À chaque moment plus ou moins facile a été partagé avec eux et nous devons beaucoup à chacun d'entre eux pour leur présence continue, discrète, compétente et amicale qu'ils nous ont toujours accordée. C'est le lieu où est conservée la valeur de la vie et affirmée à chaque instant la dignité qui la caractérise. C'est le lieu où la famille est sacrée et où l'on respecte son intégrité et sa vie. C'est le lieu où les émotions peuvent circuler librement, où on peut échanger les pensées, se réconforter, sourire, se serrer dans les bras. L'expérience avec Matteo nous a donné la possibilité d'accepter un nouveau oui. En septembre, nous avons accueilli une petite fille de 18 mois affectée d'une maladie dégénérative qui donne des perspectives de vie très limitées. Elle s'appelle Mexicana et elle est magnifique. Son regard nous parle et son sourire rayonnant ne cesse jamais de nous illuminer toute la journée. Elle est dans une situation très fragile et dans sa vie, rien n'est facile. Mais malgré ça, en quelques temps, en très peu de temps, s'est créé avec nous un lien très fort. Elle est devenue notre princesse. C'est très difficile, encore une fois, d'accepter sa situation. La voir obligée
à renoncer à des choses tout à fait normales pour des enfants de son âge, comme manger, évoluer librement ou simplement passer une après-midi au parc sans courir le risque d'une infection. C'est vraiment bouleversant. C'est très dur de voir que, comme ça s'est passé dans les derniers temps, très souvent, l'hélicoptère doit atterrir devant nous et on doit la saluer et prier de pouvoir la prendre à nouveau dans nos bras. Mais c'est peut-être ça précisément la loi de l'amour. Pour aimer vraiment, il faut traverser le chemin de la douleur et de la souffrance. Notre petite Mexicana et notre Matteo nous l'ont montré bien souvent. Comme pour Matteo, nous avons choisi que le temps que Mexicana passera avec nous soit vécu le mieux possible. Nous désirons le meilleur pour elle. Nous l'entourons de tout l'amour et toutes les attentions que nous pouvons lui apporter. Et nous pensons que quand viendra son moment, nous saurons que nous l'avons aimée totalement. Chaque jour de la vie de Matteo et Mexicana ont été et sont pour nous, pour moi, un cadeau. On ne peut pas décrire l'océan d'amour que nous avons reçu de ces enfants. C'est un retour absolument extraordinaire et que nous n'avons pas mérité, mais qui est inestimable pour nos vies. Personnellement, la vie avec Matteo puis Mexicana m'ont enrichi énormément. Ils m'ont aidé à apporter une valeur plus profonde à la vie, à de donner une valeur plus importante à la souffrance. Ils m'ont appris, ils me montrent chaque jour qu'il faut très peu pour être heureux. Ils m'ont montré qu'on a le droit d'avoir peur. On a le droit d'avoir peur de perdre ce qu'on aime. Le contraire ne serait pas normal. Ils m'ont appris à être une présence vraie, sans fuir, comme le monde d'aujourd'hui nous oblige souvent à le faire. Ils m'ont appris à donner de la valeur aux moments passés ensemble et à se rappeler que chaque instant vécu dans l'amour est sacré. Pour conclure mon témoignage, je veux faire un dernier récit. En décembre dernier, un peu avant Noël, notre famille a reçu la proposition d'accueillir un enfant d'1 mois, hospitalisé lui aussi, avec une malformation cérébrale complexe. Là aussi, j'ai dit oui. Cet enfant ne mériterait pas de passer Noël sans famille. Ça a été le plus beau cadeau de Noël que je puisse jamais recevoir. J'ai été la sœur de 2 enfants handicapés et maintenant je suis une maman d'accueil. Nous ne savons rien de ce petit, mais nous avons une seule certitude. Lui aussi est un don d'amour. Face à la douleur innocente, pour moi, il y a une seule réponse, être une présence d'amour. J'ai préparé quelques photos de Matteo et Mexicana. J'espère que cela vous plaira. Merci à vous tous. Aime la vie et aime comme, même si elle n'est pas comme tu le voudrais. Aime chaque fois que tu nais et chaque fois que tu es sur le point de mourir. N'aime jamais sans amour. Ne vis jamais sans vie.
Merci pour le partage. Grazie, grazie davvero. Merci beaucoup. Je passe la parole à Elena Olivi de Castel Bolognese. Elle est biotechnologue à Bologne. Elle travaille en tant que chercheuse. Elle est mariée avec Pietro depuis 6 ans. Elle est maman de Esther et Davide. Bonjour à tous. Je m'appelle Elena et j'ai pensé à cette intervention avec mon mari Pietro et je suis très heureuse d'être ici avec vous pour partager avec vous notre histoire. Et tout d'abord, je suis reconnaissante de ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. C'était très émouvant. Pietro et moi, on s'est mariés en 2013. Les premières années de mariage, on a voulu... on a très souvent répété une phrase qu'on avait entendue, c'est-à-dire de garder notre mariage comme si c'était un premier enfant. Après quelques années, j'ai découvert d'être enceinte à Noël 2015. Mais le jour de la première échographie, le 3e mois, notre joie a dû faire face à un diagnostic très difficile à accepter, une sévère malformation cérébrale. On s'est donc senti comme dans une gouffre, une très grande douleur parce que c'était la première fois qu'on entendait battre le cœur de notre petit enfant. Quelques minutes après, on a découvert qu'il était tellement malade. Le jour suivant, encore très bouleversé, on est allé voir un autre gynécologue qui a confirmé le diagnostic. Et sur notre demande, il nous disait qu'elle semblait une petite fille, mais ce n'est pas important parce que c'était une grossesse perdue. Mais pour nous, c'était pas comme ça. Elle était déjà notre fille. Depuis 2 mois, elle vivait en moi, à l'intérieur de moi. Donc notre cœur était blessé, plein de douleur, mais surtout plein d'amour pour ce petit cœur qu'on avait entendu battre et qui nous disait « Je suis là ». Et vu qu'elle était si malade, on avait encore plus le désir d'être très proche d'elle et de l'aimer encore plus. Le titre de cette rencontre explique très bien ce moment. Face à cette douleur inattendue et innocente, on ne s'est pas arrêté pour nous demander pourquoi, parce que cette présence était déjà là. La présence de notre petite fille qui s'est fait ressentir. On ne pouvait plus la cacher. Je ne pouvais plus cacher cet amour qui me liait à Pietro et que depuis notre rapport arrivait jusqu'à cette petite fille. Mais on ne savait pas comment avoir la force de suivre ce parcours. Il y a eu 2 jours très durs qui allaient servir pour comprendre le problème de la petite qu'on appelait Esther. Le petit était le jour d'une consultation génétique pour comprendre un peu mieux la situation. Le médecin, même s'il était respectueux par rapport à notre choix, nous a dit que très probablement elle aurait des handicaps physiques et psychologiques très sévères. J'étais vraiment blessée, j'avais peur de ce qui allait se passer tous les jours à partir du moment de la naissance. Le deuxième moment difficile a été le jour où on a fait une IRM pour mieux comprendre le diagnostic. Le diagnostic définitif est arrivé ce jour et c'était un diagnostic d'anencéphalie, c'est-à-dire que cet enfant était incompatible avec la vie à l'extérieur de l'utérus. Après ce jour, j'avais déjà la nostalgie du temps qui passait. Parce que je savais que les jours où Esther allait naître, si elle arrivait à terme, peu de temps après, elle aurait disparu.
Notre rapport, relation de couple, le fait d'être présent l'un pour l'autre, le fait de s'ouvrir pour échanger nos peurs, nos craintes, nos émotions et nos espoirs nous a vraiment aidés. Cela nous a aidés à partager petit à petit avec certains amis, avec certaines personnes qui étaient à côté de nous, qu'avec beaucoup de discrétion et d'affection, nous ont fait de la compagnie. Esther est restée avec nous pendant les 6 mois de grossesse et chaque jour avec elle a été un jour de joie et d'amour. Un aspect fondamental dans cette histoire a été la prise en charge pour l'accouchement. Une fois qu'on a su le diagnostic définitif pour Esther, certains spécialistes nous avaient dit c'est la même chose. En centre, tous les centres vont bien. Vu que la petite allait mourir, ce n'était pas important de comment l'accouchement allait se passer. Mais nous, au contraire, on était persuadés que, vu qu'elle était si malade, ça valait le coup de trouver un centre qui pouvait nous accueillir au mieux possible, pour nous et pour la petite. Avant que je tombe enceinte, j'avais entendu parler de la néonatologue Paravicini et de l'expérience de la Comfort Care, les soins de confort à New York. Et je me rappelais que j'avais lu quelque part qu'il y avait une néonatologue, Chiara, qui travaillait à Bologne, qui avait travaillé avec Elvira Paravicini à New York pendant des années pour essayer de proposer la même expérience d'accompagnement dans le service de néonatologie à Bologne. J'ai donc fait une recherche sur Internet et j'ai lu l'histoire de Giacomo, des 19 heures de Giacomo. Donc, quand on a lu cette histoire, on a vraiment pensé, il faut qu'on parle avec Chiara et qu'on cherche le gynécologue Patrizio Calderoni. Et je me rappelle que le premier jour que je suis allée les rencontrer avec mon mari, l'une des premières choses que je leur ai demandé est la suivante. Ça vaut vraiment le coup d'accoucher là-bas et pourquoi? J'étais totalement convaincue, mais je voulais savoir de leur part quelles étaient les raisons. Et ils nous ont répondu, oui, ça vaut la peine, parce que une équipe qui est préparée à ce type d'accueil, on aurait pu éviter des préoccupations inutiles des parents et de l'équipe, parce que toutes les minutes de la vie de notre enfant allaient être très précieuses, sans perdre du temps. Le jour de la naissance de notre fille, on a compris ces mots. On s'est senti accueillis, non pas comme des patients, non pas comme des simples âgés ou comme des simples parents qui ont besoin, mais en tant qu'une équipe, en tant que membre d'une équipe. Ils ont partagé nos peurs, nos désirs les plus profonds, même pour le jour de la naissance de la petite. Nous, les parents et toute l'équipe, on était intéressés à accueillir une nouvelle vie qui se préparait à voir la lumière du monde. Et la garder et la conserver pour qu'elle puisse vivre, aimer dans les bras de ses parents. Le jour de l'accouchement s'approchait. On avait prévu une césarienne pour donner à Esther plus de possibilités de naître vivante et de nous connaître. Le chemin était toujours plus difficile. L'équipe nous a accompagnés avec une grande professionnalité et humanité. Ils ont été à côté de nous, surtout pendant les jours d'hospitalisation, où la vie terrenne de notre petite s'est accomplie. Ils nous ont témoigné de manière concrète que quand il n'y a plus de possibilité de guérison, la mission, la véritable mission du médecin commence et s'élargit. C'est le moment de prendre soin, d'accompagner. Grâce
à leur effort, les procédures rigides de l'hôpital ont été réadaptées à nos exigences. Pietro était à mon côté dans le bloc opératoire. Il a pu prendre Esther dans ses bras tout de suite. On est donc remonté dans le service à côté des autres mamans avec leurs enfants, avec Esther, dans une salle, une chambre juste pour nous, où le reste de la famille a pu rencontrer Esther. Même pour tout cela, Pietro et moi, on a pu vivre dans un état de grâce, je dirais, où il n'y avait pas de préoccupation, de questions ou de pourquoi. Il n'y avait que notre pleine et totale présence, notre chaleur, notre amour, notre joie pour avoir rencontré et connu notre fille. Esther est née le 18 août 2016. Elle est restée dans nos bras pendant 1 heure. Tout instant de sa vie a été vécu au maximum de ses possibilités à côté de ses parents, des grands-parents et des oncles et tantes. Dans chaque seconde, elle a accompli son destin avec dignité et valeur et nous a transmis une paix et une beauté qu'on ne va jamais oublier. La douleur pour son manque qu'on va garder très longtemps en nous ne sera toujours liée avec la commotion et la gratitude pour avoir été choisis pour être ses parents. En mars de cette année, David est né. Maintenant, il a 5 mois et malgré une grossesse sans problème, tout de suite, on a eu le désir de revoir les mêmes visages et retrouver les mêmes regards pleins d'humanité et d'affection pour lesquels on n'a jamais trouvé des paroles pour les remercier assez. Merci. Solo una cosa, il video che è partito durante la testimonianza di Le vidéo qui apparaît dans le témoignage d'Elena pour accompagner ses parents et pour affronter aussi la difficulté de la nostalgie de ces moments, pour les aider dans le travail de deuil, nous donnons des mémoires. Donc dans ce cas, notre psychologue avait réalisé cette vidéo avec les images principales. En réalité, la vidéo partait de la naissance de Esther et de ce qui se passait à l'hôpital. Ensuite, nous l'avons donnée à Elena et Pietro. Elena et Pietro l'ont refait et ils ont mis toutes les images de la grossesse que vous avez vues. Je ne m'en étais pas aperçue pour montrer que cela commence avant et qu'ils ont vécu, ils ont fait des vacances pendant cette grossesse pour vivre aussi la beauté du bien qu'Esther avait suscité. Et donc à la fin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont ajouté le souvenir et une lettre, je ne sais pas si on pouvait la lire, du pape François, parce qu'ils avaient écrit au pape François pour leur raconter ce qui leur arrivait, et le pape François a répondu en se réjouissant de cette expérience et en bénissant le protocole Giacomo. Merci. Simona s'appelle Amour dans son nom de famille, Amore. Elle est de Bergamo, elle est employée et c'est la mère de Filippo et Ariana. Filippo a 6 ans, Ariana en a 4. Elle est mariée avec Marco depuis 17 ans. Je t'en prie. Bonjour à tous. Je suis sur la pointe des pieds et un peu émue. On m'a demandé de parler de nous, alors j'ai décidé de commencer par le départ. Salut, je suis Filippo, je suis heureux de vous annoncer que l'année dernière est née ma petite sœur Ariana. Elle est magnifique, elle pèse 2,60 kg. Elle va bien, elle est toute petite et donc elle doit être au chaud dans la couveuse. Ma maman aussi va bien. C'était le 20 mars 2015.
Avec ce sympathique message, nous annoncions à nos amis l'arrivée de notre petite fille qui était née prématurée, toute petite, mais à la naissance, elle avait été considérée parfaitement saine. Elle était magnifique. Nous étions vraiment heureux. Filippo, notre aîné, allait avoir 2 ans quelques jours après. Et nous venions de lui offrir une petite sœur que nous avions tout de suite voulu pour qu'ils puissent grandir ensemble, pour qu'ils soient compagnons de route. Malheureusement, Ariana cachait en elle un triste secret qui s'est manifesté quelques mois après la naissance. À peine 2 mois de naissance, elle a refusé le lait et elle a cessé de grandir. Donc on l'a hospitalisée et elle a subi tous les examens possibles. Pour nous, c'était le début d'une période très difficile, d'obscurité absolue, faite de rendez-vous médicaux constants, d'examens constants qui nous écrasaient. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, Ariana avait de plus en plus de difficultés. À la différence des autres enfants de son âge, elle ne pouvait pas se tenir assise, elle ne tendait pas les bras, elle ne suivait pas avec le regard, elle ne s'orientait pas, elle ne se tournait pas vers les bruits. Donc toutes les étapes typiques du développement des enfants manquaient. Mais en avril 2016, elle venait d'avoir 1 an, nous avons reçu le diagnostic. Syndrome d'Angelman. Pour nous, c'était terrible. Notre foi a vacillé. Ça, c'était le diagnostic. Ce syndrome, c'est une maladie génétique rare qui se caractérise par un retard dans le développement et de graves lésions neurologiques. Cela touche un enfant sur 12 à 15 000. Et les enfants affectés de cette pathologie ne peuvent pas parler. Ils ont de grandes difficultés cognitives et motrices. Ils souffrent d'épilepsie, de troubles du sommeil et de nombreuses problématiques mineures. Ils ont besoin d'une assistance pendant toute la vie. Nous avons eu une année très difficile et je me souviens que je tenais dans mes bras ma petite fille, magnifique, douce, une poupée. Je la regardais et je n'y croyais pas. Je continuais à me demander quel serait son avenir. Quelle fille, quelle femme elle serait devenue. Et j'étais assaillie, prise de panique. Je sentais ce poids sur le cœur. J'étais toujours en colère contre tout le monde et même envers Dieu et je pleurais. Mon mari me criait dessus, il m'incitait à réagir. Lui, il a trouvé plus rapidement un équilibre. Moi, j'avais du mal. Je prenais tout en charge toute seule. Il y avait les difficultés à gérer le quotidien d'Ariana. Il y avait les thérapies à organiser, les dossiers bureaucratiques qu'il fallait traiter, et puis Filippo qui avait un peu plus de 3 ans et qui demandait l'attention lui aussi. Et puis il y avait nos proches, nos amis à qui on parlait d'Ariana. Et moi, je n'arrivais pas à en parler. Il nous a fallu du temps pour petit à petit tout mettre en ordre. Je dois remercier tout d'abord mon mari et puis ma famille, ma sœur, mes parents, qui ont toujours été un exemple d'unité, de foi et de dédication totale à la famille. C'est grâce à eux que petit à petit, j'ai revu la lumière. Ensemble, nous avons commencé à affronter tout ce qu'il y avait à affronter. D'abord en nous renseignant sur la maladie et puis en commençant à connaître d'autres parents avec des enfants porteurs de la même pathologie pour nous confronter et nous soutenir. Nous sommes allés à des rassemblements nationaux, à des formations sur la communication alternative qui comprend les stratégies de communication que nous enseignons petit à petit à Ariana, parce que comme elle ne peut pas parler, elle doit quand même communiquer. Nous avons eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et ensemble, nous avons trouvé les réponses pour comprendre que nous pouvions aider Ariana à progresser, tout en respectant ses limites et ses difficultés. Aujourd'hui, Ariana a 4 ans, elle ne marche pas, elle rampe ou elle sautille sur les fesses et en la soutenant, elle commence à faire ses premiers pas. C'est une petite fille heureuse. Elle nous offre tous les jours des sourires magnifiques, un amour infini et pur.
et elle nous embrasse très très fort. Cela nous réchauffe le cœur profondément et nous restitue, nous recompose face à toutes les difficultés et à toutes les douleurs. Notre quotidien et notre idée de normalité ont certainement évolué. Nos journées, nos semaines sont rythmées par les nécessités d'Ariana, les rendez-vous médicaux, les thérapies qui nous obligent à passer de Bergame à Milan. Mais nous aussi, nous avons changé. Nous avons profondément changé, nos priorités ont changé. Notre engagement est devenu celui de donner à nos enfants une vie pleine d'amour. C'est pour cela que nous sommes toujours à la recherche de belles choses à faire ensemble, de moments spéciaux. Chaque moment est devenu spécial. Ariana nous a appris que chacun a son rythme, qu'il faut de la patience. Il faut être capable de s'arrêter et d'écouter, de l'écouter. Parce que même si elle ne parle pas, elle a vraiment beaucoup à dire. Beaucoup plus que les paroles ne pourraient le dire. C'est comme cela que petit à petit, nous avons réussi à nous ouvrir aussi à nos proches, à nos amis, et nous avons découvert de nouvelles amitiés inattendues qui m'ont amené jusqu'ici aujourd'hui, de nouvelles possibilités de grandir, de progresser. Nous commençons à connaître, grâce à Ariana, des personnes très bonnes qui sont disposées à nous consacrer du temps. Nous remercions Tommaso, les amis de la Montgolfière, c'est une association, le soulagement, le réconfort d'avoir des amis disposés à nous écouter et avec qui nous pouvons partager sans filtre nos inquiétudes et qui soutiennent nos choix qui ne sont pas faciles à faire. Et en même temps, ils acceptent l'handicap d'Ariana, les limites quotidiennes que cet handicap apporte. En cherchant toujours la lumière, nous essayons de construire autour d'Ariana une communauté de personnes qui connaissent sa maladie, mais surtout qui l'aiment pour ce qu'elle est. Ariana a le syndrome d'Angelman, mais Ariana n'est pas le syndrome d'Angelman. Elle est beaucoup plus. C'est surtout, avant tout, une petite fille qui a sa dignité, qui mérite le respect. Le respect, parce qu'elle est spéciale, plus fragile en quelque sorte, et simplement plus pure. Il y a des difficultés, il y a des jours tristes, il y a des pleurs, il y a des peurs face au lendemain. Il y a la conscience de ce qu'est Ariana et de ce qu'elle ne pourra jamais être. Nous savons qu'elle ne parlera pas. Nous croyons qu'elle marchera à son rythme, à sa manière. Nous sommes conscients que au fur et à mesure qu'elle grandira, ses difficultés seront plus marquées, son invalidité sera plus évidente. Mais nous l'aimons pour ce qu'elle est. Nous avons même du mal à l'imaginer différente. Peut-être qu'une thérapie apparaîtra, la recherche est très active pour ce syndrome. Peut-être qu'il y aura une thérapie, peut-être qu'elle ne la guérira pas, mais cela pourra peut-être améliorer la qualité de sa vie. Mais même si cela n'arrive pas, nous l'aimerons telle qu'elle est, parce que sa vie est précieuse. Parce qu'Ariana et Filippo sont précieux, et nous voulons leur donner la vie la plus heureuse possible. J'avais commencé en vous disant que quand Ariana est née, nous étions heureux. Maintenant, un pas après l'autre, une goutte après l'autre, mais surtout ensemble en tant que couple, en tant que famille et en tant que communauté d'amis, nous sommes à nouveau heureux. Sans doute de manière différente, nous sommes même peut-être plus heureux, conscients que la maladie d'Ariana nous a offert et nous offre chaque jour, à nous et à tous ceux qui l'entourent, l'opportunité d'être des personnes meilleures. Je conclus en partageant et en m'appropriant les paroles d'une autre maman d'un enfant affecté du syndrome d'Angelman. Toi qui, sans parole, m'as obligé à écouter le cœur. Toi qui m'as donné la patience
parce que les choses belles arrivent et adoucissent la douleur. Toi qui es venu ici-bas pour faire de moi un être meilleur. Bene, Bien. C'est à moi de faire les 3 remarques conclusives très brèves. La première, c'est que ces vies que nous avons vues, que nous avons eu le privilège de voir, sont fascinantes, elles sont belles. Elles correspondent à notre désir. Ma réponse est donnée par le fait que j'aimerais continuer à les regarder, à les écouter. Donc, la vérification de cette correspondance, en tout cas pour moi, elle est là. Deuxième remarque, ces récits, ces expériences, ces témoignages ont aussi une dignité publique. C'est comme une hypothèse de beauté pour notre société. C'est comme un jugement également, face auquel notre société peut se confronter. Donc les hypothèses qui viendront, les tentatives d'affronter de façon normative la personne souffrante, seront en quelque sorte aiguillonnées par ses amis, éperonnées par ses amis, qui continueront à dire avec leur vie, écoutez, une grande difficulté peut se voir aussi comme cela, et nous sommes là. Troisième observation, très brève, avant de lire certaines annonces que propose le meeting. La troisième observation est une gratitude pour les amis du meeting. Je les remercie parce qu'une rencontre comme celle d'aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle puisse se réaliser partout. Le meeting est un événement totalement unique. Depuis 40 ans, c'est le résultat surprenant et toujours nouveau de la contribution de nombreuses personnes, les bénévoles, les donateurs, les intervenants, les réalisateurs des expositions, les artistes, jusqu'aux visiteurs qui le vivent. Chacun offre au meeting quelque chose de lui. C'est grâce à cela que depuis 40 ans, les expositions, les espaces consacrés aux enfants, au sport, sont offerts gratuitement à ceux qui vivent la semaine du meeting et à ceux qui le suivent de chez eux dans le monde entier. Voilà pourquoi les donations au meeting sont essentielles, peu importe ce que l'on donne. C'est un simple geste de responsabilité pour construire ce lieu unique, pour qu'il puisse continuer à exister. Dans ce but, le long de tout le palais des expositions, vous trouverez des stands Dona Ora caractérisés par un cœur rouge. Attention, il ne faut faire vos dons qu'à ces comptoirs consacrés à cela, où vous trouverez des bénévoles porteurs du t-shirt rouge Dona Ora, ce qui veut dire donne maintenant. Merci Franca, merci Chiara, merci Elena et merci Simona.